RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Laurent Jacobelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc, depuis son échec à la présidentielle, Marine Le Pen se fait assez discrète. On l'a vu se contenter d'attaquer Jean-Luc Mélenchon, qu'elle traite de fou du roi. Elle pense que la réélection d'Emmanuel Macron est grâce à lui. Est-elle toujours la première opposante de Macron, ou bien Mélenchon est en train de lui damer le pion ? Écoutez, je crois qu'elle est la première opposante et la seule. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, il faut se souvenir que c'est celui qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, plus exactement contre Marine Le Pen. Mais quand il n'y a que deux candidats, ça revient eux-mêmes. Et je crois que les gens ne sont pas dupes. Cet homme qui a appelé à voter Emmanuel Macron et qui, le lundi suivant l'élection, appelle à descendre dans la rue pour lutter contre la retraite à 65 ans... Il n'a pas demandé à voter pour Emmanuel Macron. Il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Oui, c'est différent. Oh, c'est différent, mais c'est quand même très proche. Vous le reconnaîtrez. Et il est clair qu'il a appelé à voter en sous-main à voter par Emmanuel Macron, même s'il a utilisé des jeux de langage. Mais je crois que personne n'est dupe. Et donc, c'est un opposant de pacotille. C'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron et c'est lui qui, le lendemain, veut aller dans la rue pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Oui, je crois que les gens ne sont pas dupes et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, pour défendre le pouvoir d'achat, pour lutter contre la retraite à 65 ans, eh bien, la seule ligne claire, c'est celle défendue par Marine Le Pen. Vous dites régulièrement au Rassemblement national que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Mais enfin, en fait, il l'a fait élire simplement parce qu'il considérait qu'entre deux mots, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, le pire, c'était Marine Le Pen. Il y avait une troisième voie. C'était seulement ça. Il y avait une troisième voie, c'était le respect de l'intelligence des électeurs et de dire, voilà, moi je suis contre la retraite à 65 ans, je ne partage pas les idées de Marine Le Pen, chacun est libre de faire son choix. Il n'a pas fait ce choix-là. Il a décidé d'aller appeler à voter pour Emmanuel Macron. Encore une fois, comme l'a dit Rosine, c'est pas tout à fait juste. Je maintiens. Pas une voix pour Marine Le Pen. Regardez l'alliance contre nature qu'il est en train de faire. Il est en train de la faire avec des partis qui eux-mêmes collaborent avec Emmanuel Macron, comme par exemple le Parti socialiste. Donc il y a chez Jean-Luc Mélenchon une volonté de notabilité. Il est même prêt à être le Premier ministre de ce président qu'il critique. Je crois que tout cela n'est pas très crédible et que pour les législatives, il faudra envoyer à l'Assemblée nationale de vrais opposants à Emmanuel Macron. Justement, pardonnez-moi de vous reprendre là-dessus, mais quand vous dites des socialistes qui collaborent avec Emmanuel Macron, c'est ceux qui partent du Parti socialiste. Et justement, aujourd'hui, la clarification est en train de se faire. C'est-à-dire que ceux qui étaient d'accord avec Mélenchon, c'est-à-dire à l'époque les anciens frondeurs contre François Hollande, dans le fond, retournent en quelque sorte dans leur famille idéologique. Parlons clair. Parlons clair, je crois que l'idéologie n'a rien à voir dans l'affaire, ni même les convictions. Il y a des gens qui sont prêts à trahir leur combat pour les valeurs républicaines, trahir leur combat pour le respect de la laïcité, tout simplement pour un poste. Vous ne me ferez pas croire que quelqu'un qui est sincèrement adhérent au Parti socialiste peut accepter demain de partager les bancs de l'Assemblée avec des gens, oui, mais avec des gens qui appellent à des manifestations interdites aux Blancs, avec des gens qui tutoient l'islamisme dans certaines banlieues, avec des gens qui veulent désarmer la police. Tout cela n'est pas crédible. C'est une alliance faite de briques et de brocs, de gens qui ont peur de perdre leur siège et qui s'allient en alliance contre nature. Eh bien, nous avons une ligne claire. Nous ne transigeons pas avec nos valeurs. Nous ne transigeons pas avec la défense de nos électeurs et des Français. Et donc, pour le coup, oui, nous sommes la seule vraie opposition. D'ailleurs, écoutez, en tout cas, si on regarde le sondage, 37% des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, est le meilleur opposant à Emmanuel Macron, 33% pour Marine Le Pen. Donc, ce n'est pas ce qu'ont dit les urnes il y a quelques semaines, et je pense que ce n'est ça n'était pas le même enjeu. Ça n'était pas le même enjeu. Les urnes. Présidentielle et législative. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est vrai. Mais je crois que les Français sont des gens raisonnables et que Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas, que son parti ne l'est pas. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un parti qui est presque anti-républicain. Quand j'entends Mme Autain dire « si nous ne gagnons pas les législatives, nous continuerons le combat dans la rue », moi, je vous le dis, ça me fait froid dans le dos. Ces gens-là, il y a le pire comme le meilleur. Et
beaucoup plus le pire que le meilleur. Des gens qui, honnêtement, comme Taha Bouaf, qui a donc retiré sa candidature, mais qui quand même était prêt à insulter, avec des insultes racistes, une leader syndicaliste de la police en la traitant d'arabe de service, qui a crié avec les membres du CCIF contre la police en criant à la Akbar. Toutes ces choses-là ne sont pas acceptables. Et donc, il y a un moment où les Français verront bien qu'ils ont en face d'eux et ils décideront. Alors, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, ont un point commun. Là-dessus, vous ne pourrez pas dire le contraire. Ils veulent tous les deux empêcher Emmanuel Macron de mettre son programme en œuvre. Un programme, d'ailleurs, que je crois Marine Le Pen a qualifié de saccage social. Oui. Et pour y parvenir, donc, à l'empêcher, Jean-Luc Mélenchon veut lui obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et donc être désigné Premier ministre, nommé Premier ministre par le Président de la République. Marine Le Pen, elle, ne veut pas ça. Est-ce qu'elle ne manque pas d'ambition? C'est-à-dire qu'elle dit juste, il faut qu'on ait un bon groupe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un bon groupe? Oui, Jean-Luc Mélenchon, ça rime avec Tartarin Tarascon. Je crois qu'il raconte des choses. Une rime pauvre. Hein. Oui, je suis d'accord, mais il fait le fier à bras. Il n'a même pas le courage, lui-même, d'aller aux législatives. Donc tout ça montre bien qu'il n'y croit pas lui-même. C'est un élément marketing. Il fait ça pour essayer de créer un peu d'animation autour de sa candidature, du buzz. Personne ne croit, et j'ose pas vous interroger, mais je pense que personne ne croit, même autour de cette table, que demain Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Les institutions de la Ve République et le mode d'élection est fait de telle sorte que pour avoir une cohabitation à quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est possible, mais peu probable. Et que si jamais ça avait lieu, ce ne serait pas pour M. Mélenchon. Donc tout ça n'est fait que pour essayer d'obtenir des sièges et des voix. Une fois encore, les Français ne sont pas dupes, mais je ne vais pas commenter ici l'attitude ou le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je pense ne pas être le mieux placé. Je pense que nous avons, nous, Rassemblement National, un programme à défendre, que les Français savent que sur le pouvoir d'achat, ils peuvent compter sur nous, parce que nous avons mis ce dossier, ce sujet, au cœur de la campagne présidentielle au tout début. Ils savent que pour la sécurité, ils peuvent compter sur nous. Ils savent aussi que pour l'emploi, ils peuvent compter sur nous, parce que nous voulons ramener les industries et les entreprises en France au moment où M. Macron, par exemple, est toujours un adepte du fédéralisme européen et de la globalisation. On l'a bien vu avec un déficit commercial de 100 milliards, record historique. Donc, nous avons, je le répète, une ligne claire, un programme clair qui n'a pas changé depuis les présidentielles, et nous ne faisons pas d'alliance contre nature. Je pense que c'est matière à rassurer les électeurs. Alors, on parlait de la gauche donc, qui crée une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon, on vient de l'évoquer. La majorité qui a fait une alliance constituée de La République En Marche, du Modem et de Horizon. Pourquoi vous ne faites pas front commun avec Reconquête d'Éric Zemmour ou Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan? Pourquoi vous restez dans votre coin? Parce que nous ne voulions pas qu'il y ait un opportunisme patriote, comme il y a un opportunisme de la gauche et de l'ultra-gauche et un opportunisme de l'extrême-centre. Nous ne voulons pas faire d'alliance contre nature. C'est un gros mot, l'opportunisme? Non, mais en politique, quand on préfère son siège à l'intérêt général, c'est pas forcément très brillant. Mais vous savez, par exemple, vous parlez de Reconquête. Tout le monde peut voter pour Reconquête, c'est la démocratie, il y a des candidats, c'est la règle du jeu. Mais nous avons des points de dissension majeurs. Par exemple, la retraite. Nous sommes pour une retraite qui va de 60 à 62 ans. 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Monsieur Zemmour, et c'est son droit, est plus sur la ligne Macron, c'est-à-dire une retraite retardée avec l'adhésion à ce fantasme que les caisses seront vides ad vitam aeternam. C'est son droit. Mais comment pouvons-nous nous présenter de manière commune aux électeurs avec un programme divergent ? Tout cela n'a pas de sens. Ce qui vous rapproche entre Reconquête et le Rassemblement National n'est-il pas plus important que ce qui vous divise? Vous savez, je crois que ce qui nous rapproche avec beaucoup de gens, ce sont des valeurs, la foi en la nation, croire que la sécurité est la première des libertés, être fier de notre civilisation, penser que dans notre pays, quand on travaille dur, on doit pouvoir manger à sa faim et se chauffer pendant tout le mois. Ça, ce sont des valeurs qui peuvent rassembler des gens au-delà de Reconquête et des frontières, des vieux clivages droite-gauche. Reconquête, c'est l'union de la droite. Eh ben, c'est pas assez ambitieux. Je pense qu'il faut l'union de tous les patriotes. Une part de rancœur personnelle de Marine Le Pen à l'égard d'Éric Zemmour, qui, il est vrai, a tapé très dur sur elle pendant la campagne présidentielle, et d'ailleurs jusqu'au soir du résultat du deuxième tour. Est-ce que finalement, elle n'est pas dans un ressentiment trop fort pour faire une alliance avec lui? C'est pas une histoire de ressentiment. C'est vrai qu'une alliance... Ce sont des choses qui existent en politique, vous le savez. Vous avez raison, mais quand on fait une alliance
alliance électorale, il faut qu'il y ait une confiance entre les partenaires. Parce que ce n'est pas fait simplement pour se faire élire, c'est fait normalement pour durer. C'est vrai que cette confiance-là, elle est difficile à avoir envers Éric Zemmour, dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Il appelle à l'union avec nous et il dit que Marine Le Pen, grosso modo, n'a plus sa place dans le jeu politique. Il a même dit que le Rassemblement national était une vieille boutique dont il fallait se débarrasser. Vieille boutique qui, d'ailleurs, je trouve, tient bien le coup. Tout cela ne donne pas des signes positifs d'alliance, c'est sûr. Donc quand on cumule ça, certaines différences, notamment en matière économique et sociale, et le fait de vouloir être clair dans nos positions, évidemment, ça rendait l'alliance peu probable. Alors, on va parler du discours d'Emmanuel Macron hier à Strasbourg. Devant le Parlement, il a plaidé en faveur d'une réforme des traités, de s'affranchir des règles de l'unanimité, défendu une Europe à deux vitesses. Marine Le Pen n'a pas réagi à ces propositions. Donc là, vous dites qu'elle est la première opposante, mais elle n'a pas réagi à cela. Par exemple, l'abandon du vote à l'unanimité, notamment sur la fiscalité. Est-ce que vous n'êtes pas pour parce que ça empêcherait le dumping social? On sait quand même que toutes les entreprises, les géants américains sont en Irlande, et pas pour des... pas pour le climat. Ce principe de fin de l'unanimité est dicté par Mme von der Leyen et M. Macron, c'est la fin de la souveraineté française. C'est la fin de la nation. Il faut expliquer aux Français et à tous les Européens qui nous regardent. Si demain, une majorité de pays décide pour vous ce qui va se passer dans votre pays et que vous n'êtes pas d'accord et que même votre chef d'État n'est pas d'accord, ça devrait s'appliquer quand même. C'est la fin de la possibilité pour les nations de décider pour elles-mêmes, par elle-même. Au moment... En fait, c'est toujours le même refrain. Non, c'est un changement majeur. Non, mais vous... Oui, mais c'est l'équilibre européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Mais est-ce qu'on ne doit pas harmoniser cette politique fiscale, quand même? Si des pays ne le veulent pas, de quel droit, nous, Français, allons imposer à des Irlandais, à des Portugais ou à des Tchèques leur politique fiscale? Donc, maintenant, Emmanuel Macron est dans une logique de fédéralisme, c'est-à-dire qu'il voit la France comme le département d'un grand État, d'un empire, qui serait l'empire européen. Je crois que c'est la pire des idées. C'est la pire des idées où partout dans le monde, aujourd'hui, des peuples se battent pour leur indépendance et leur souveraineté. Où partout dans le monde, des empires empiètent des frontières, conquièrent des territoires par la violence. Et vous voyez, je fais référence à ce qui se passe à l'Est. La nation, elle protège. L'empire, il attaque. D'où cette idée anachronique de créer une espèce d'empire européen qui avalerait les peuples et les nations serait une idée moderne. C'est une idée terriblement réactionnaire, liberticide et qui est contraire à l'agilité que doivent avoir les nations dans le monde moderne. L'unanimité à 27 est parfois difficile à trouver, souvent difficile à trouver. C'est vrai. Est-ce que l'idée, par exemple, qu'il faille justifier un recours au veto vous paraîtrait pertinente? C'est une idée, par exemple, qui doit s'appliquer prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut expliquer. Je ne fais pas juste un veto en disant je suis contre et terminé. Il faut expliquer pourquoi. Mais de quel droit doit-on se justifier devant nos partenaires? Au nom de l'intelligence, peut-être. Non. Je crois que l'Union européenne, elle est montée à l'envers. En fait, ce qui est important, c'est que les nations travaillent ensemble. Je dis bien les nations. Vous savez, l'Europe qui fonctionnait, c'est un exemple qu'on nous reprend souvent, mais il est important. C'est l'Europe d'Erasmus. Mais c'était avant l'Union européenne que l'on connaît. L'Europe d'Airbus, l'Europe d'Ariane, où des pays, sur base de volontariat, travaillaient ensemble sur des projets donnés. Et c'était le moment où des pays européens étaient leaders en technologie, leaders en avancée sociale, économique et scientifique. Aujourd'hui, on a quoi? Une Union européenne qui stérilise les projets. Parce qu'il y a trop de normes, parce que l'uniformité des règles pour tous. On a une Union européenne qui, au contraire, s'invite dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans tous les appartements, avec ces normes absurdes qu'elle nous applique parfois. On a une Union européenne qui est faite d'administration pure et non plus une union des peuples et des nations de création. Eh bien, il faut remettre les choses dans l'esprit original de ce qu'était ce qui ne s'appelait pas l'Union européenne, mais ce qui s'appelait la CE, etc. Mais travailler ensemble, chacun restant indépendant, en prenant le meilleur de chacun sur des grands projets. Aujourd'hui, on est en train... On s'éloigne un peu de la question du droit de veto ou ne changeons du pas vote à la majorité qualifiée ou à l'unanimité. Parce que, par exemple, là, on voit quand il est question de faire un embargo sur le pétrole russe, oui. Si ça n'est pas le cas, mais imaginons que 26 pays soient pour et qu'un dise non. Vous voyez bien que là, c'est la minorité qui impose quelque chose à la majorité. Pas du tout. Bah si. Non. Si on ne peut pas faire l'embargo parce qu'un pays dit non... Mais alors, le problème, c'est que les 26 autres pays sont libres.
Si nous, la France, décidons de faire un embargo... individuellement, vous voulez dire, mais pas au nom de l'Union. Oui. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle entité? Une fois encore, c'est aberrant. Soit on fait tout ensemble, soit rien ensemble. Gardons l'indépendance des nations. Cette histoire d'embargo, par exemple, encore heureux qu'il n'y a pas unanimité. Parce que sinon, il faut dire aux Français que demain, le prix du gaz, même le prix de l'électricité, le prix de l'essence, va être multiplié par 1,5, par 2. Tout ça pourquoi? Pour que la Russie se tourne vers de nouveaux débouchés, lapsus révélateur, je pense, débouchés, et que les prix, à cause de la pénurie, augmentent. On a vu que les recettes pétrolières de la Russie avait augmenté ces dernières semaines depuis qu'il y a des menaces d'embargo. Tout cela est aberrant. Dernière question, la proposition aussi d'une création d'une communauté politique européenne, sorte d'antichambre de l'Union européenne pour accueillir notamment l'Ukraine. Ça ressemble furieusement avec l'élargissement qu'avait proposé François Mitterrand après la chute du mur de Berlin, mais ça n'avait pas eu un grand succès. Chaque élargissement a montré un affaiblissement de l'idée européenne pour arriver à une espèce de technocratie inodore, incolore et inutile. On l'a vu avec un certain nombre d'intégrations d'anciens pays du bloc de l'Est. Ça a coûté beaucoup aux Français. Je rappelle que les Français contribuent net à hauteur de 9 milliards au budget européen. Et donc on a financé des routes, des entreprises, des exploitations agricoles dans ces pays. Et on a vu dans le même temps des entreprises et des exploitations fermées en France. On veut que ça continue comme ça? On veut une Europe à quoi? À 60, à 70, même au-delà de l'Europe? Tout cela, je le répète, n'a aucun sens. C'est une espèce de course à la mondialisation qu'a emprunté l'Union européenne en oubliant les principes fondamentaux d'être une association de nations libres. Nous ne saurions plus, si le terrible projet de M. Macron venait à être réel et à être appliqué, une nation libre. Eh bien, c'est, je crois, très grave, surtout quand on a l'histoire de notre pays. D'un mot, quels enseignements tirez-vous du discours prononcé hier par Vladimir Poutine pour la cérémonie du 9 mai? Est-ce que vous l'avez trouvé moins inquiétant qu'on ne pouvait le redouter? C'était un discours, je crois, somme toute classique pour ce type de cérémonie, assez comparable. Oui, mais la cérémonie ne se déroule pas dans un contexte ordinaire. Vous avez raison, mais le discours lui-même n'était pas spécifique, j'allais dire. Il n'y avait pas de messages subliminaux, en tout cas je ne les ai pas repérés s'ils y étaient, par rapport à la situation. Mais là encore, vous voyez, courir après l'idéal européen pour imaginer qu'il n'y a que l'Union européenne qui peut négocier avec Vladimir Poutine et avec l'Ukraine pour ramener la paix, c'est un fantasme. Je crois que si nous avions une France indépendante, à la fois d'ailleurs des États-Unis et de toute autre puissance, nous aurions eu un rôle à jouer, comme à la belle époque du général de Gaulle, pour faire amener à la table un certain nombre d'interlocuteurs comme l'Ukraine et la Russie. À vouloir tout faire à l'échelle de l'Union européenne, eh bien au final on ne fait rien. Merci Laurent Jacobelli. Merci beaucoup et merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. Et Frédéric, on vous retrouve le matin sur RFI. Demain matin, à quelle heure? Et la semaine prochaine, ici, demain matin, à 8h19, si on est précis. Ah, parce qu'à la radio, on est très précis. Voilà. Merci à tous et à très vite. Parlons-en. Chaque jour, toutes les idées s'expriment sur France 24. Entretien avec les personnalités qui font l'actualité politique et économique en France et dans le monde. Débat, analyse. France 24 leur donne la parole. Parlons-en sur France 24 et france24.com. La désinformation, c'est une menace à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés, mais ensemble, nous pouvons ralentir sa diffusion. Nous allons partager avec vous quelques conseils, le b.a.-ba de la vérification que nous, journalistes, utilisons tous les jours pour vérifier les informations. Et bonne nouvelle, ces outils sont souvent gratuits et faciles à appréhender et tout le monde peut les utiliser. N'hésitez pas donc à consulter cette boîte à outils de la vérification. Elle est disponible sur WhatsApp et sur nos réseaux sociaux. La boîte à outils de la vérification. Un programme gratuit de cours en ligne sur WhatsApp avec France 24. Liberté, égalité, actualité.